c'était un grand humaniste. C'était un homme d'une grande générosité. C'est un homme qui n'avait rien pour lui. C'était un homme qui a toujours eu sa porte ouverte et j'en ai bénéficié. À Maurice quand je suis venu pour la première fois, mais également quand je l'ai vu ouvrir son atelier et quelquefois être squatté par des gens qui abusaient de cette générosité. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était d'une grande exigence intellectuelle, qui était sans arrêt à l'étude et qui n'a jamais désarmé sur ce terrain-là, qui n'a jamais renoncé à ses idéaux de jeunesse et qui a été d'une grande fidélité avec lui-même. Et quand on est dans un univers où tout le monde retourne sa veste à tout moment en fonction des circonstances, je vous avoue que ça fait plaisir de trouver un pilier bien ancré et de pouvoir de temps en temps aller faire le point avec lui. Le livre qui est paru hier soir, pour laquelle le lancement d'Evan, Hervé Paréval. Le juge de Segré, dont vous pouvez voir ici un autoportrait de le juge de Segré et un petit texte d'Hervé Masson en hommage initié pour monter dans les degrés supérieurs de cette démarche franc-maçonnique. Bernard, c'est la 3e exposition consacrée en cette année du centenaire de la naissance d'Hervé Masson. Cette 3e exposition, en quoi elle est différente des 2 précédentes? Les 2 précédentes présentaient un maçon dans des situations atypiques pour le public. Il était en prison, il n'avait pas de couleur, il n'avait qu'un crayon et du papier. Dans la 2e exposition, on voulait faire rentrer le public dans la cuisine de l'artiste, c'est-à-dire dans l'atelier, dans le procès de création de l'artiste. Et c'était donc des œuvres sur papier, des crayonnés, des encres, de la gouache, quelquefois de l'aquarelle, et ça pouvait aboutir à des lithographies. Maintenant, on présente des huiles, des œuvres pleines, des œuvres importantes, dans les formats, dans les dimensions, et aussi réunies dans une seule période, qui est la période de la plus grande créativité de cet artiste, celle qui va de 1958-59 à 1968-69. C'est-à-dire une période où cet artiste s'est retrouvé sous contrat dans une grande galerie parisienne, la galerie Bernheim-Jeune d'Aubervilliers. On se pose une question, comment on fait pour rassembler toutes ces œuvres qui, on le devine, ne sont pas dans un musée dédié à Hervé Masson? C'est un travail qui demande quand même pas mal de temps. Oui, alors là, c'est le travail du chercheur. Le chercheur, c'est un travail policier. Il faut d'abord trouver des pistes. Quelqu'un qui a un tableau ou suivre une vente aux enchères à Drouot, par exemple. Récemment, on a eu la possibilité de se trouver à des ventes et de constater que ces ventes, les acquéreurs étaient non pas des gens d'Europe, mais des gens qui venaient de l'océan Indien. Donc ça nous donnait déjà les pistes. On savait que quelques tableaux devaient se retrouver à Maurice. Et après, c'est, disons, le bouche à oreille d'un milieu passionné par l'art qui nous a permis de réunir ces tableaux. Et en même temps, nous avions beaucoup de chance parce que au moment où Brigitte Masson, la directrice qui anime ce projet de centenaire, cette célébration, la directrice de projet, quand Brigitte nous a demandé, on savait très bien ce qu'on allait montrer à l'Institut français, on savait très bien ce qu'on allait montrer à l'Institut d'art contemporain, mais on était encore sceptique parce qu'on se demandait si on allait avoir les tableaux que l'on désirait trouver. Et je vous avoue, quand je suis arrivé au mois de janvier à Maurice, j'avais pour mission de retrouver au moins 2 ou 3 tableaux qui soient des tableaux phares de cette exposition, dont celui-là. Son histoire, c'est une vente récente qui a eu lieu en Suisse, au mois de janvier. Et je ne m'attendais pas à le trouver chez une personne chez qui je savais qu'elle possédait déjà des tableaux d'Hervé Masson, mais en allant le voir pour lui demander
s'il était toujours d'accord pour nous prêter ces œuvres pour cette exposition. Il me dit, ben voilà, ma dernière acquisition. Pour moi, la valeur d'un tableau, un tableau en soi ne vaut rien. La valeur qu'on donne sur le marché, c'est celle qu'un acheteur a pu mettre pour acquérir ce tableau. Et généralement, ce qu'un acheteur a pu mettre, il le tait pour des raisons fiscales et autres. Donc on ne sait jamais vraiment la vraie valeur d'un tableau. C'est ainsi qu'est né un cénacle qui se tenait tous les soirs. Il y avait 2 piliers dans ce cénacle. C'était Henri Dallet, qui est un avocat. Dans ces réunions, on buvait énormément. Et il y avait quelqu'un qui était chargé d'amener les alcools. C'était quelqu'un qui était un ténor, qui s'appelait Roger Lemaire. Hervé se définissait comme un peintre orphique. Cela signifie qu'il a mis la couleur dans le cubisme qui avait été sa première manière de peindre. Pour devenir moderne, après avoir fait des petits paysages dans ses tout débuts, mais très vite, Hervé s'était inspiré, avait essayé d'innover dans le cubisme en allant chercher son inspiration dans la statuaire hindoue, alors que les cubistes en France s'étaient inspirés de l'art nègre. Voilà. Et au moment, lui, se libérant de cette période misérabiliste de l'après-guerre, quand il était arrivé en France, revient à la couleur. Quand il revient à la couleur, là, il se revendique comme orphiste, c'est-à-dire ce que Guillaume Apollinaire avait appelé, en voyant les peintures, le cubisme coloré des Delaunay, en disant « c'est de la peinture pure ». Et pourquoi Orphée? Parce qu'il venait d'écrire un poème revendiquant la poésie pure qu'il avait appelé Orphée, en hommage au poète grec de la mythologie. C'est un tableau qui est inspiré d'un voyage qu'il a fait à Rouen. Rouen, c'est un port fluvial. C'est jamais un port en pleine mer. Ce port fluvial peut, dans sa mythologie personnelle, évoquer quelque chose comme le lagon de Maurice. Et on va retrouver dans d'autres tableaux toujours la présence d'une mare, la présence d'un plan d'eau sur lequel s'opèrent des reflets. Et ce qui intéresse Hervé Masson depuis longtemps, c'est le reflet de tout ce qui se reflète sur une surface miroitante. Et là, ce tableau, je vous le montre comme étant un des tableaux qui représente assez bien son orphisme. En même temps, on a cette partie-là qui est très cubiste dans sa construction, mais cette construction n'est pas faite au crayon, n'est pas faite par le trait, elle est obtenue par un travail de la couleur. C'est uniquement des touches de couleur qui donnent forme à quelque chose, qui aboutit à une forme globale, qui évoque des grues, qui évoque une cheminée de bateau et une coque de navire qui se reflète sur un plan d'eau. Voilà. Vous avez dans le fond des lignes qui symbolisent des crues. Et tout cela rentre avec énormément de vibrations entre les couleurs. Vous voyez très bien que la touche n'est pas unique, elle est multiple. Il y a plusieurs couleurs qui interviennent et tout ça fait vibrer ce tableau. Et c'est la raison pour laquelle on reconnaît là un tableau orphique. Autre chose aussi que vous disiez qui était intéressant à noter, c'est qu'il avait cette faculté à faire vibrer les couleurs. Et je pense que cette vibration, il l'a obtenue, il l'obtient grâce à un effet de miroitement. Donc tout se reflète. Et ce tableau est vraiment symbolise tout ça parce qu'il a lui-même appelé reflet au pluriel. Tout est en réfraction, tout est en train de se renvoyer, le haut du tableau et le bas. Vous avez cette espèce de flamme rouge qu'on va retrouver dans d'autres tableaux, se retrouve ici en reflet descendant. Vous l'avez là
en effet ascendant, tout ce qui est horizontal se retrouve également sous une ligne qui est prête. Donc en même temps, on retrouve le nombre d'or du tableau classique de la Renaissance, mais où ne prime que de la couleur. C'est-à-dire au premier regard, on ne voit rien. On ne voit rien qu'une musicalité des couleurs, et son idéal était là. Son idéal, c'est plus de montrer quelque chose d'existant, mais d'être dans cette musique par la couleur. La musique ne dit rien, n'exprime rien, ne raconte rien, et on l'écoute et provoque de l'émotion. Et le but de ce tableau est purement de provoquer une émotion sur le spectateur. On lit le mont Méru, au centre du lotus, l'arbre de Bouddhi et la Triloka. Hervé Masson était passionné par les mythologies. Et ici, il a voulu représenter la montagne, une des montagnes symboliques de la tradition hindoue, qui relie le ciel et la terre. Pivot de l'univers, le Méru, cette montagne que vous voyez là comme ça représentée, s'élève au centre d'un disque qui symbolise la terre au milieu de l'œuf cosmique. Voilà, la vision hindoue représentée, symbolisée par ce graphisme d'Hervé Masson. Et c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la religion, qui a beaucoup écrit sur la religion aussi. Il a été un des rares intellectuels mauriciens à la fin des années 30, a fréquenté Robert-Édouard Hart, qui lui-même avait traduit des passages de la Bhagavad Gita avec Hazare Singh. Et Hervé a été complètement initié à la philosophie hindoue. Il a lu tous les grands philosophes hindous. C'était sa culture. Et il protestait contre une partie de franco-mauriciens, par exemple, qui revendiquaient une culture occidentale et voulaient nier à tout prix les apports orientaux. Or, comme Malcolm de Chazal, il pensait que l'île Maurice était un pont entre l'Occident et l'Orient, et que la richesse de l'île, et il reprochait, il ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas davantage de gens qui parlaient le hindi ici à Maurice. C'est quelqu'un qui était aussi, j'ai l'impression en tout cas, en avance sur son temps. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il était en avance sur son temps en cela que dès très tôt, très jeune, il avait une vision que l'île Maurice serait indépendante déjà sur ce plan de la politique. Ensuite, il était en avance sur son temps en disant « mais une île Maurice indépendante ne peut pas vivre toute seule, il faudra donc penser à une fédération des îles Mascareignes, il faudra donc penser à un resserrement des liens avec l'île de la Réunion, avec Madagascar, et englober dans cette fédération des grandes Mascareignes les Comores et l'archipel des Seychelles. » Voilà, et là, il projetait vers l'avenir pour que l'île vive économiquement indépendante de l'Europe et de l'Orient.